comme première sensation. Les Américaines, grandes favorites, 3-0. Bonsoir à tous et bienvenue au journal des JO qui déroule. Mettre les athlètes et encadreurs dans les meilleures conditions avant le début des compétitions, c'est l'objectif du ministère de la Promotion des sports et du développement de l'économie sportive. Ainsi, son directeur général, Bertin Kofi, au village olympique, s'est adressé aux encadreurs et athlètes. L'accent a été mis sur la responsabilité de l'État de Côte d'Ivoire. Que ce soit à Yokohama, avec l'équipe des U23 de football, l'État de Côte d'Ivoire a honoré tous ses engagements. Autrement dit, l'État de Côte d'Ivoire a payé toutes les primes de participation à toute la délégation présente à Yokohama. À ce jour, l'État de Côte d'Ivoire ne doit aucun centime à un athlète présent à Yokohama. En ce qui concerne Tokyo, l'État de Côte d'Ivoire a également honoré tous ses engagements. C'est-à-dire, l'État de Côte d'Ivoire a payé toutes les primes de participation à toute la délégation présente à Tokyo, ici. À l'exception de l'athlétisme, dont les athlètes sont attendus dans les prochains jours à Tokyo. À part l'athlétisme, c'est-à-dire Marie Talou, José, Cissé Gué, Muriel Aouré, Anthony et le coach Anthony, aucun athlète présent à Tokyo n'attend une quelconque prime. Avoir un esprit compétitif, c'est le souhait du ministère de la Promotion des sports et du développement de l'économie sportive. Il faut rassurer toute la population ivoirienne qu'elles peuvent attendre de nos athlètes des performances qui constituent des objectifs que nous avons assignés de par ce que l'État de Côte d'Ivoire nous a demandé de rentrer au pays avec un minimum de 3 médailles et donc a mis à notre disposition toutes les possibilités, toutes les ressources nécessaires qui devraient pouvoir couvrir aux besoins de nos athlètes ici présents. Par ce geste, l'État lance un défi aux athlètes. Alors, mesdames et messieurs, la balle est dans votre camp. À vous d'être efficaces. Nous attendons des médailles. Et oui, c'est pas peu de le dire, hein, nous attendons des médailles. Et pour ce soir, le fauteuil de consultant sera occupé par Salif Ouattara, que nous recevons déjà. Bonsoir Salif. Bonsoir Samuel. Ça va super bien? Ça va. Je vois un décor olympique, ben ouais, c'est donc cela, je me joins aisément et vraiment avec beaucoup de fierté. Heureux de vous retrouver donc, sur ce plateau hein, où nous allons égrener toute l'actualité des Jeux Olympiques. Mais déjà, Salif, vos premières impressions hein, sur cet acte du gouvernement de Côte d'Ivoire à travers donc, le ministère de la Promotion des Sports. Le directeur général des Sports l'a dit, l'État ne doit aucun centime aux athlètes pour l'heure parce que justement les primes de participation ont été payées. Les primes de participation et de qualification, ont été payées. La démarche était déjà bonne ici à Abidjan avant que la délégation ne parte. En tout cas, on avait senti une certaine envie de transparence autour de l'organisation et de la faisabilité de ces Jeux. Aujourd'hui, on est heureux d'apprendre qu'effectivement, les athlètes ont reçu et leurs primes de qualification et leurs primes de participation, c'est déjà une bonne note. Je crois que ça vient booster un peu le moral de tous ces athlètes-là, tant individuels que collectifs, pour pourquoi pas ramener quelques breloques au pays. Ben ouais. Il est important justement que l'État pose ce genre d'action qui rassure un peu plus, on dira, nos différents représentants à Tokyo. Tellement important parce que tout se joue sur le plan psychologique. Vous savez, quand vous êtes un athlète et que vous devez réfléchir, on a sûrement entendu tous ces discours-là, le ministre des Sports, en charge des Sports, M. Paulin Claude Dao, qui a plus ou moins parlé de ces primes-là. Donc, on réfléchit. Et si déjà ça a été fait au niveau de Tokyo pour tous les athlètes, c'est une bonne chose. On peut dire que cela va galvaniser un peu plus nos athlètes. Absolument.
absolument. Je pense que même nous, ça nous galvaniserait. Et ça permet d'être un peu plus serein et on va dire tranquille pour aborder les épreuves. Aborder les épreuves, c'est une tâche difficile. Il y a la préparation sportive, mais il y a également la préparation morale, il y a la préparation physique et il y a tout ce soutien-là. Il ne faut pas minimiser le soutien financier. Il est hautement important à un moment donné dans la compétition. Mais est-ce que régler aussitôt quand même ces différentes primes, ça n'a pas un léger revers? Non, l'État de Côte d'Ivoire, je pense à travers le ministère des Sports, a également évoqué des primes d'objectifs. Ben ouais. Des primes d'objectifs, 10 millions en cas de médaille d'or, 7 500 000 en cas de médaille d'argent et 5 millions en cas de médaille de bronze. Donc, vous voyez que non seulement il y a ces primes de participation et de qualification, mais à côté, il y a des primes un peu plus conséquentes. Et je pense que ça commence bien. Ça commence bien. Et on peut dire que chacun sait désormais à quoi s'en tenir et devra donc user de plusieurs ressources pour véritablement donc, bénéficier de cette manne qui est déjà disponible. Qui est déjà disponible. Le ministre des Sports l'a plusieurs fois dit et il est même allé plus loin en disant aux éléphants footballeurs, la sélection U23, avec tous ces cadeaux-là, que les primes ne sont pas collectives à ce niveau-là, mais sont également individuelles. Donc, s'il y a 22 joueurs de football, ils auront effectivement chacun 10 millions en cas de médaille d'or et pour toutes les autres médailles, chacun aura la somme qui a été annoncée. Mais alors, Monsieur le directeur général des sports disait l'objectif minimal pour la Côte d'Ivoire, c'est 3 médailles et maximum 5 médailles. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'attendre à plus? Les experts du ministère avaient d'abord parlé de 5 médailles, au moins. Et après, je pense, après consultation, ils ont annoncé 3 médailles, puisque en 2016, si je ne m'abuse pas, il y a eu 3 médailles importantes. Talou, Cissé Cheikh et Gbagbe Ruth. Donc, ils ont dû revoir un peu. Ils ont dû revoir un peu. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde les compétences qu'il y a à Tokyo, on peut espérer mieux que les 3 médailles. D'accord. Je vous propose de prendre à présent la direction de Koumassi. Comme en 2016, lors donc, des JO à Rio, la mairie de Koumassi veut encore croire aux rêves et notamment donc, voir les athlètes issus de la commune, tels que Cissé Cheikh Salah, Ruth Babi ou encore Bané Seydou et Traoré Aminata Charlène rentrer de Tokyo avec naturellement plusieurs médailles. Patrick Dadier est allé rencontrer ces autorités pour leurs impressions. Koumassi, commune située au sud d'Abidjan, partage ses frontières au nord comme au sud avec Marcouri et Port-Boué. La commune, vaste de 16 quartiers, regorge de grands talents au sport. Des jeunes filles et des jeunes gens explosent dans diverses disciplines. Ces dernières années, l'aiguille de la balance se penche un peu plus du côté des pratiquants du taekwondo. Cissé Cheikh Salah et Ruth Gbagbe en sont les parfaites illustrations. Ils ont décroché les médailles d'or et de bronze aux derniers Jeux olympiques à Rio, au Brésil, il y a 4 ans. Cette fois, pour Tokyo 2021, le maire de Koumassi et son conseil, après avoir appuyé les athlètes durant leur préparation, veulent aussi déployer la grande batterie afin que les populations apprécient au mieux les prestations de leurs champions. Le ministre Cissé Ibrahima Bakongo, qui est fier du comportement de ses enfants, nous a donc commis d'essayer de regarder dans quelle mesure les populations pourront donc suivre cet événement à partir de nos places mythiques ici à Koumassi. Il y aura forcément pendant les jours, surtout les jours de prestation de nos enfants, ce jour-là, il y aura une retransmission en direct. Nous allons profiter donc de la retransmission en direct de la RTI pour l'offrir donc à nos populations avec bien sûr des jeux et la participation de certains partenaires de la commune de Koumassi. Pour le député maire Kader Ouattara, aucun sacrifice n'est assez pour aider sa jeunesse qui représente plus de 70% des habitants de Koumassi avant d'adresser un message particulier à chaque athlète. Jeune frère Cissé Cheikh, ma jeune sœur Ruth Gbagbe de Prodomo Sopim, quartier d'où je suis même aussi originaire, et mon jeune frère Seydou Bané. Je l'ai dit tout à l'heure,
votre père, le ministre Cissé Ibrahima Bakongo, vous accompagne de prières. Il a reçu Cissé et il a reçu également Ruc ici à la mairie. À travers lui, c'est toute une jeunesse qui est derrière vous. À travers lui, c'est toute une population qui est derrière vous. À travers lui, c'est tous vos parents de Koumassi qui sont donc derrière vous. On peut déjà deviner aisément comment seront accueillis les éventuels héros de Tokyo au lendemain du 8 août 2021. Alors Salif Ouattara, voir ainsi Koumassi mobilisé autour de ses champions, forcément, ça fait plaisir. Koumassi était déjà mobilisé en 2016 quand les Olympiens rentraient au pays. Cissé Cheikh, qui était médaillé d'or, j'étais à l'occasion pour la couverture de cet événement. Ouais. Au niveau de Koumassi, il y avait toute une délégation qui attendait, et les responsables des clubs et les athlètes eux-mêmes. En tout cas, il y avait du beau monde au niveau de ce grand carrefour de Koumassi-là. Et je crois même que les autorités municipales de l'époque avaient souhaité que la délégation puisse aller tourner un peu dans la commune. Mais bon, ça n'avait pas été arrêté avant par la commission protocole qui gérait un peu cette arrivée-là. Donc, ils ont dû continuer. Mais il faut le dire, après, les athlètes eux-mêmes sont repartis saluer population, parents et tout ce grand monde-là qui les a soutenus. Ce n'est pas surprenant que pour cette édition, tout le monde se prépare en espérant. Oui. Pourquoi pas, si Cissé Cheikh ramène une deuxième médaille d'or, Gbagbi Ruth, Bané Seydou, il ne faut pas oublier aussi de citer Eric Bailly, qui a quand même ses origines là-bas aussi dans la commune de Koumassi. Donc, je veux dire, ça et là, c'est ce que nous savons, mais peut-être qu'il y a d'autres représentants de la commune. Et pourquoi pas, quand on voit la construction de toutes ces infrastructures-là au niveau de Koumassi, on peut espérer, pourquoi pas faire comme en Éthiopie, au Kenya, où il y a des villes qui sont typiquement collées à l'athlétisme, demi-fond et fond. Donc, pourquoi pas? On peut espérer que Koumassi aussi soit, pourquoi pas, une commune olympique. Ben ouais, commune olympique, commune du taekwondo, on peut le dire, mais bon, après, il y a d'autres... Après, il y a d'autres disciplines, aussi, donc il faut espérer aussi que dans ces disciplines-là, il y ait, pourquoi pas, des médailles. C'est cela, c'est cela. Voilà. Mais est-ce que, justement, cette action de Koumassi qui se mobilise ne pourrait pas appeler une action franche du district d'Abidjan pour, naturellement, offrir des fan zones on dira à plusieurs populations? Le ministre des Sports, dirigé par Adonis Kouadio, je pense que l'idée a été retenue. En tout cas, ils ont vraiment envie de participer et de, pourquoi pas, être là pour animer ces fan zones-là, vu que le public ne se rendra pas du côté de Tokyo, mesures sanitaires imposent. Donc, je pense qu'il y a une certaine volonté. Maintenant, où? C'est la question qui se pose sûrement. Ben, c'est clair. Alors, après les autorités de Koumassi, Patrick Daddy, dans son périple, a rencontré plusieurs coachs, les maîtres Georges Mézi, Lucien Christian Kragbe, respectivement formateurs de rugby, Bané Seydou, également Traoré Charlène, puis de Cissé Cheikh Salah. Ils ont fait part donc, de leurs espoirs pour leurs différents poulains. Suivant. Nous avons fait une formation de base au niveau des clubs et le peaufinement de cette formation s'est achevé avec l'encadrement technique fédéral. Et là où le président Bamba Cheikh Daniel n'a pas lésiné sur les moyens, quand je parle de lésiner sur les moyens, on a tout fait pour que ces enfants-là accèdent à tous les championnats internationaux qui leur ont permis de glaner des points, pouvoir être mieux classés dans les rankings et puis accéder à ces grands tournois. Là encore, je salue encore la prestation de nos deux grands champions qui sont Cissé Cheikh Salah Junior et Ruth Gbagbi, qui ont eu leur billet pour les Jeux Olympiques à travers ce ranking international. Et aussi, je salue encore la performance de ces deux autres jeunes qui se sont y ajoutés, s'agissant de Bané Seydou et Traoré Aminata Charlène. Il y a de l'espoir parce que je connais un peu la force de ces garçons, de ces enfants. On les a pratiqués depuis le bas âge jusqu'à ce jour. Et on connaît un peu leur mental de gagneur, avec tout ce que aussi l'encadrement technique a mis au point pour glaner les médailles. Et je dirais que le reste n'est qu'un facteur de chance. Que Dieu vraiment mette sa main là-dedans, sa baraka là-dedans, pour que ce que nous espérions réussisse énormément.
et que ces enfants-là, ils sont pétris de talent. Et s'ils sont dans le contexte idéal, je pense que Dieu nous donnera notre part, qui est une médaille olympique, peu importe la couleur. Mais nous visons la médaille d'or. Il a fait une très bonne préparation puisqu'il réside en Espagne. Et c'est ce qu'on dit, on souhaite qu'il arrive à Tokyo dans un bon état d'esprit. Il arrive là-bas en très bonne santé. Et tel que je connais Cheikh Cissé, vraiment c'est un garçon qui ne triche pas. Il fait tout en excès. Je dis bien en excès. Et je sais qu'il va se battre. Il va se battre pour la plus prestigieuse des médailles. Et Inch'Allah, comme tout le reste sera dans la main de Dieu, bon, mais que Dieu fasse le reste. Qu'on rêve encore. Et comme je le disais tantôt, j'étais gagneur. Et je sais que c'est encore possible. Alors la mobilisation, elle est à tous les niveaux, hein, finalement. Au passage, il faut saluer le travail de ces deux encadreurs, entraîneurs de taekwondo. Ouais. Coach Mézi, c'est plus de 30 ans de carrière dans le taekwondo ivoirien. Maître Lucien Christian Kragbé aussi, il est là avec Cissé Cheikh. Il a été à ses côtés depuis son enfance. Il a encadré. Et aujourd'hui, en tout cas au niveau de Koumassi, ça bouge. Il y a des bons athlètes qui sortent de ces écoles-là. Donc, pourquoi pas, je pense qu'à un moment donné, il faut essayer d'aller au niveau de ces encadreurs-là. Pourquoi pas les mettre au niveau du centre ivoiro-coréen qui est en train de se créer pour qu'ils puissent encadrer un plus grand nombre de jeunes Ivoiriens qui peut-être rêvent... Produit encore d'autres champions. Et produit d'autres champions. Pourquoi pas? Parce que coach Mézi, il y a bien longtemps qu'il est dans ce domaine et il a produit pas mal de générations. On le voit encore aujourd'hui. L'équipe mixte dont on parle tant, qui sera à ces JO, l'équipe mixte ivoirienne, est composée pour la plupart de ces éléments. Donc il faut saluer ce travail qui est fait, il faut le reconnaître et pourquoi pas essayer de l'intéresser pour qu'un plus grand nombre de jeunes soient vraiment à ses côtés pour qu'ils puissent en faire des champions. Ils savent ce qu'ils ont planté en ces garçons et en ces filles. Hein, et ils le disent aisément. Il y a donc véritablement des chances de médaille. On voudrait y croire avec vous, messieurs, et surtout prier pour avoir le maximum de médailles. Alors, parlons de football. À présent, au niveau des Jeux Olympiques, demain, c'est, on dira, la grosse ouverture pour ce qui concerne donc le football masculin. Le tournoi de football homme donc, des Jeux Olympiques démarre demain, 22 juillet. La Côte d'Ivoire est logée dans la poule D avec le Brésil tenant du titre, l'Allemagne et l'Arabie Saoudite. Salif Ouattara a décidé de nous présenter un peu tout cela. Tenant du titre, le Brésil est considéré comme le favori de la poule D. Le sélectionneur de la Seleção olympique, André Jardine, a choisi 3 vétérans de la sélection A pour accompagner les U23 vers la victoire. Le portier Santos, Diego Carlos et Dani Alves, du haut de ses 118 sélections, joueront le rôle de cadre de cette sélection qui veut conserver son titre. Comme par hasard, les U23 brésiliens s'étaient retrouvés en finale des JO de 2016 face aux U23 allemands. La poule D abrite donc le champion et le vice-champion en titre. La success story que le Brésil veut écrire à nouveau pourrait donc se compliquer avec la présence de l'Allemagne dans la poule D. Avec une jeune équipe majoritairement composée à 99% des joueurs évoluant en Bundesliga, le sélectionneur Stefan Kuntz a porté son choix sur l'attaquant de l'Union de Berlin, Max Kruse, pour guider la Mannschaft vers le sacre. Un trophée olympique qu'ils ont manqué de peu lors des JO de 2016 face au Brésil. Déjà sacrée 4 fois la Coupe du monde de football, la Mannschaft logne depuis des années une étoile olympique qui manque jusque-là à son palmarès. Avec des jeunes majoritairement issus des centres de formation du pays, l'objectif est de ramener le trophée olympique à la maison, tout comme les dames qui avaient réussi l'exploit à Rio de Janeiro en 2016. Cette conquête du trophée pourrait se jouer dès leur premier match face au Brésil. Un match qui sonne comme une revanche. La poule D compte également l'Arabie Saoudite, une jeune équipe olympique considérée comme l'un des outsiders de la compétition, mais qu'il faut également présenter comme la grande inconnue du groupe. Peu d'informations circulent sur cette sélection composée à 100% de jeunes joueurs du championnat national saoudien. Le sélectionneur Saad Al-Sheri a misé sur les 2 puissants clubs du pays, Al Hilal et Al Ahly, qui lui fournissent 8 joueurs, principale charnière de son 11 entrants. Après 25 ans à courir derrière un billet pour les JO, l'Arabie Saoudite espère surprendre. Son premier rendez-vous face à la Côte d'Ivoire donnera un aperçu de sa préparation qui s'est plutôt bien passée, au contraire de son adversaire
la Côte d'Ivoire, qui n'a aucun match amical dans les jambes. Vice-championne de la CAN U23 en Égypte en 2019, la Côte d'Ivoire devra sortir le grand jeu face à ces 3 équipes qui ont eu un plus grand temps de préparation. Max-Alain Gradel, Éric Bertrand Bailly et Franck-Yannick Kessié devront apporter de la maturité à la jeunesse et l'audace d'Amad Diallo, qui se positionne comme l'un des atouts offensifs des éléphants olympiques. Entre soif de victoire et une préparation mitigée, les éléphants olympiques doivent vite retrouver leur repère le jeudi 22 juillet au stade international de Yokohama face à leur premier adversaire, l'Arabie Saoudite, au risque de prendre une douche froide. 3 matchs importants pour nos éléphants, Salif Ouattara, et ils sont bien conscients que la tâche est difficile. Tellement conscients qu'on se pose des questions sur cette préparation des éléphants footballeurs U23. Oui. Il faut le dire, ils ont passé tout leur temps à Songon d'Agbé. Ils n'ont pas eu le temps d'aller d'abord pour l'acclimatation. Ensuite, il n'y a pas eu de match amical pour cette sélection. Ils ont passé tout leur temps à jouer avec l'équipe jeune d'un club ivoirien qui s'appelle Ivoire Academy, qui joue en 2e division. Imaginez combien de fois est-ce que ça a été plus ou moins difficile pour cette sélection-là, et aller se retrouver face à des équipes, et pas des moindres, comme le Brésil, champion en titre, l'Allemagne, vice-championne, et l'Arabie Saoudite, qui reste une inconnue pour pratiquement toutes ces sélections-là. Des questions se posent. Mais bon, on va espérer une fois encore qu'il y ait peut-être des exploits individuels de nos garçons, puisqu'ils l'ont toujours réussi. En tout cas, on espère que la pépite Amad Diallo aura encore un bon coup de pied, comme ici au stade d'Ibimpe récemment. Ouais. On espère que Bas Gradel pourra courir autant de fois qu'il faut pour ravitailler l'attaque. Avec un Franck Kessié aussi de grand jour. Avec un Franck Kessié de grand jour qui peut aller en défense, revenir au milieu, aller en attaque. Donc on espère qu'il y aura encore des exploits individuels, parce que finalement... Est-ce qu'il peut sauver la Côte d'Ivoire? Finalement, je pense que c'est ce qui peut sauver la Côte d'Ivoire. Vraiment. C'est un gros challenge pour Aïdara Choualio. Aïdara Choualio qui est déjà parti avec cette sélection en 2019 en Égypte, qui a été vice-champion avec cette sélection, avec des jeunes qui étaient vraiment courageux, qui ont montré une certaine bravoure face à l'Égypte. Il a manqué de peu pour que ce trophée-là vienne en Côte d'Ivoire. Malheureusement, l'expérience a joué un tour à cette jeune sélection ivoirienne. Je vois que dans ce groupe qu'il a encore formé, il y a ceux du Caire, il a ajouté quelques potentialités comme Amad Diallo qui a explosé, qui a séduit le public ivoirien à Ebimpe. Donc ça veut dire que sérieusement, il a essayé depuis un moment de garder un groupe, de les voir évoluer et pourquoi pas aller chercher des titres avec eux. Est-ce que finalement l'atout, c'est pas que ces garçons-là, pour la plupart, se connaissent depuis bientôt 7 ans quand même? Peut-être même depuis bientôt 10 ans pour certains. Donc ça peut être un atout. Mais maintenant, il faut voir tout ça sur le terrain dès demain face à l'Arabie Saoudite. Ça peut être un atout, comme ça peut aussi jouer des tours, parce que ce n'est pas forcément ceux qui se connaissent qui seront alignés sur le terrain. L'entraîneur, il a ses choix, il a plus ou moins... Mettez-vous à la place d'Aïdara Choualio et proposez-nous un 11 de départ. À la place d'Aïdara Choualio, quels seraient les choix potentiels? Je mélangerai l'expérience, l'audace, la jeunesse. Donc, je garderai en tout cas Ira Tapé, qui a une certaine expérience de la haute compétition, puisqu'il était en 2019 avec déjà ces éléphants espoirs-là, au Caire. Donc, je le garderai dans les perches. Dans les perches, pour être vraiment prudent. Ensuite, au niveau de la défense, Éric Bailly, à n'en point douter, Ismaël Diallo-Chester, qui a quand même confirmé qu'il était un taulier, Ouattarazier, et puis Yves Dabila. Ceux-là, en tout cas, Vous misez quelque chose sur eux. Voilà, je mise quelque chose sur eux. Au milieu de terrain, Eboué Kwasi, qui a montré qu'il faisait un merveilleux travail entre la défense et le milieu de terrain. On en a souvent besoin pour relayer un Franck Kessié qui sera peut-être plutôt amené à se projeter en tant que meneur de jeu. Et peut-être qu'on aura besoin à l'aile droite d'Amad Diallo et à l'aile gauche de Gradel. Voilà, je pense que ça pourrait faire quelque chose au milieu de terrain. Ensuite, en attaque, Youssouf Dao, qui, dans la liste de Choualio Aïdara, a été mis au milieu de terrain, mais qui avait plutôt pris des allures d'attaquant en 2019 au Caire. Il a marqué des buts, et 2 buts décisifs en demi-finale. Il a été vraiment
très très important à ce niveau-là sur le plan offensif et pourquoi pas hésitant entre Christian Kwame et Christian Kwame inscrit un but en finale face à l'Égypte qui pouvait décanter un peu la situation. Je pense qu'en début, puisque Christian Kwame plusieurs matchs récemment, je le garderai en attaque, pourquoi pas. Parce qu'il a plusieurs matchs dans les jambes. En tout cas, c'est le groupe que propose Passe, que Aïdara Choalio pas. Mais est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire doit attaquer Franco ou observer quand même un temps d'observation avec l'Arabie Saoudite? Il n'y a pas le temps d'observer. Il faut, si on veut sortir de cette poule D, il faut que les nations de football qui ont su montrer leur intérêt précédent à remporter les JO en 2016, section football, donc pour gagner. Donc l'Arabie Saoudite qui est une inconnue, si on veut passer le cap des phases de poule, il va falloir porter ce match. Mais que doit craindre face à l'Arabie Saoudite? Ce que la Côte d'Ivoire doit craindre, c'est la complémentarité, la complicité et l'envie de jouer ensemble. On a suivi avec intérêt le tournoi qui s'est joué au niveau de l'Asie. L'Arabie Saoudite, plus que 2. Donc ça veut dire simplement qu'il y a un groupe qui est là, qui se connaît, et ils jouent ensemble le championnat national, et après ils se retrouvent à sortir pour aller jouer sur le plan international. Et cette sélection-là, il y a 50% des joueurs qui se retrouvent en sélection nationale A. Ça veut dire qu'il y a déjà des expérimentés dans ce groupe qui connaissent la haute compétition. Donc, c'est ça qu'il faut craindre. C'est ça qu'il faut craindre. La bonne nouvelle pour tous nos téléspectateurs, c'est que ce match sera donc vu en direct sur les antennes de la RTI et principalement aussi sur RTI 1 à partir de 8h30. La prise d'antenne est à 8h, un plateau qui sera conduit par Fatima Sibé. Il faudra donc être devant votre poste récepteur demain, votre poste et on lancera les choses pour nos éléphants espoirs. 25 juillet à 8h30, plateau à 8h. Voilà, donc le Brésil qui va face à la Côte d'Ivoire, plateau à 7h30, match à 8h. En tout cas, c'est un programme fou. Un programme fou et on espère que les éléphants footballeurs U23 vont rééditer l'exploit. En tout cas, la génération Salomon Kalou, Kafumba était allée jusqu'en quart de finale en 2008 à Pékin. On espère, pourquoi pas, que ça va se passer comme ça. On leur souhaite d'aller plus loin. D'ailleurs, sur ce match donc, des éléphants et sur l'ensemble du groupe, les populations ivoiriennes se sont exprimées au micro de Konaté Ngamblé. Écoutons-les. Nous avons de très grands joueurs. Il faut dire que les éléphants, bon, dans l'équipe nationale, ils sont très bons. Ils ont de grands joueurs. Je pense bien qu'on peut s'en sortir. On peut s'en sortir, on peut aller loin. On n'a aucune chance. On ne peut même pas gagner. C'est l'Arabie Saoudite seulement on peut s'amuser. Sinon, le reste là, c'est impossible. Sans les passer, c'est grâce à Dieu. Sinon, on n'a aucune chance. La Côte d'Ivoire sera qualifiée et on espère aussi que les Ivoiriens vont supporter leur pays pour que la Côte d'Ivoire aussi puisse aller loin. Parce que nous aussi, on aime dénigrer la Côte d'Ivoire pour dire qu'ils n'ont rien joué. Mais quand ils sont dans leur club aussi, ils jouent. Voilà, donc je sais que la Côte d'Ivoire va aller loin. Il faut croire en nous-mêmes. Voilà, il ne faudrait pas qu'on soit effrayé par le nom allemand, Brésil. Voilà, c'est juste un nom. Nous aussi, on peut y arriver. Quand même, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, je crois bien qu'on va s'en sortir avec, bon, peut-être deuxième du groupe avec le Brésil. Il y a l'Allemand, il y a le Brésil, mais moi, je vois ma Côte d'Ivoire en jeu. Donc, je sais qu'on peut y arriver. La Côte d'Ivoire éventuellement fait partie des outsiders comme l'Arabie Saoudite. Mais bon, vu que nous avons deux équipes passées au second tour, je pense que la Côte d'Ivoire peut prendre les 3 points sur l'Arabie Saoudite, essayer d'accrocher l'Allemagne, voir avec 4 points et quelques calculs là, pouvoir passer. On peut dire impossible n'est pas ivoirien, comme on le dit. Donc on peut y aller. Si on perd l'équipe, c'est que quelque part il y a il y a un engouement, Écoutez, de façon pratique, la Côte d'Ivoire, nous sommes dans la même poule que le Brésil et l'Allemagne. La Côte d'Ivoire ne peut pas battre l'Allemagne et le Brésil. Quand même, ce sont des grands pays de football. Le terrain sera témoin. Et on verra bien. Et on verra bien. Merci bien. La réalité du terrain est tout autre. Hein? Les avis sont vraiment partagés, on le constate parce que on a tous cette petite crainte. Et puis en même temps, on a l'espoir, pourquoi pas, ça peut encore marcher. Mais j'aime bien cet élément parce qu'il était rare de voir des Ivoiriens donc aussi sûrs de leur équipe. Mais là, sur l'ensemble, une grande partie part donc pour un point quand même pour la Côte d'Ivoire dans ce groupe. Oui, ça c'est l'esprit chauvin. C'est l'esprit de celui qui soutient forcément son pays. On n'ira pas s'asseoir dans un stade et dire qu'on va perdre. Non. On avait coutume de voir cela quand même.
Et d'entendre. Bon, ça change et c'est bon, c'est positif. Oui, c'est déjà positif et il faut encourager cela, il faut espérer. Et je pense qu'on est dans une bonne dynamique. Le groupe n'est pas mal, il y a de très bonnes individualités. Maintenant, dans le premier match, on saura déjà quels sont les choix de Shoali Aïdara lui-même, puisqu'il n'a pas eu à livrer de match amical. Donc, on saura déjà quels sont ses choix. Et puis, finalement, est-ce qu'il a un groupe qui peut tenir l'aventure? D'accord. Il faut noter quand même qu'il y a de grands absents dans ce groupe. Défection, en tout cas, depuis Songon ici. Wilfried Sengo n'est pas arrivé. On se pose des questions, on n'a pas encore l'information officielle. Est-il arrivé à Tokyo? Ou bien, finalement, est-ce qu'il est resté en club? La question se pose. Mais en tout cas, on sait qu'Isaac Bayo Vakoum, lui, ne viendra pas. Il a été remplacé par Guiagon Parfait, qui a plus ou moins le même profil. Le même profil, Mais il faut dire qu'il avait... Bayo Vakoum avait du temps de jeu dans les jambes. Et son absence, en tout cas, peut jouer des tours au niveau de l'attaque. Mais bon, il y a des talents quand même, il faut espérer. Alors, on espère tous, et d'ailleurs demain on sera devant notre téléviseur pour voir ce match Côte d'Ivoire-Arabie Saoudite, je le rappelle, bien entendu donc retransmis en direct sur RTI 1 à partir de 8h30. À 8h, le plateau se mettra en place avec Fatima Sibé, à ne pas rater surtout. Nous allons donc refermer cette page nationale avec ce sujet pour ouvrir la page inter et les premières grosses sensations à Tokyo, naturellement donc sont celles emmenées par l'équipe de football féminine donc des États-Unis, championne du monde en titre et grande favorite du tournoi olympique. Cette équipe a été balayée dès son entrée en lice par la Suède 3-0. Le point avec Arsène Kouassi. Je dis, tu vas où? Chef, j'ai oublié de t'informer. En fait, aujourd'hui là, c'est un grand jour pour moi. Je suis devenu propriétaire. Toi, tu as commencé avant-hier, tu es devenu propriétaire. Tu veux dire qu'on est ensemble dans le bureau là? Toi, à la fin du mois, tu esquives encore ton bailleur? Tu n'es toujours pas propriétaire? Ah bah, le petit nouveau aussi, il est propriétaire. Mais qu'est-ce que Non, mais c'est normal. Chef, avec Adoua, tout le monde peut devenir propriétaire. Chez Adoua, quel que soit ton niveau, il y a un bien pour toi. C'est pas mieux comme ça que de payer le loyer toute la vie. Pour devenir propriétaire, Adoua, c'est la clé. Boss, Adoua, c'est propre. Vous aussi, devenez propriétaire. Adoua, c'est la clé. C'est la première grosse surprise de ces Jeux de Tokyo. L'équipe de football féminin des États-Unis, championne du monde en titre et grande favorite du tournoi olympique, a été battue lors de son entrée en lice dans la compétition par une superbe équipe de Suède. Décomplexées, les vice-championnes olympiques dominent nettement leur sujet, à l'image de la tentative de Fridolin Rolfo, mais la gardienne américaine détourne en corner. Quelques instants plus tard, c'est au tour de Stina Blackstenius de buter sur la gardienne américaine. Échéance retardée. Dans la foulée, Stina Blackstenius parvient à trouver la faille, avant de s'offrir le doublé dès le retour des vestiaires. Dans la dynamique, elle est imitée par l'attaquante de la Juventus, Lina Hurtig, qui parachève le succès de la Suède avec un 3e but. Ce surprenant revers a surtout mis fin à l'incroyable série d'invincibilité de 43 matchs des quadruples championnes olympiques 1996, 2004, 2008 et 2012. On pensait avoir vu la claque de la journée après le 5-0 infligé par le Brésil aux Chinoises, mais ce sont bien les Néerlandaises qui se sont le plus largement imposées ce mercredi lors de la première journée du tournoi olympique de football féminin. Les Pays-Bas ont infligé à la Zambie un cinglant 10-3, un score fleuve, record aux Jeux olympiques, puisqu'il s'agit du plus grand nombre de buts jamais enregistrés dans la compétition chez les femmes. Viviane Miedema s'est distinguée en inscrivant un quadruplé, alors que Licky Martins, la joueuse du Barça, a réalisé un doublé. Côté zambien, la capitaine Batra Banda a également signé un triplé. Les Pays-Bas prennent les rênes du groupe F malgré la démonstration du Brésil. Les Néerlandaises retrouveront les Brésiliennes samedi pour la 2e journée, alors que la Zambie tentera de se refaire face à la Chine. Alors Salif, des faits marquants donc, pour ce premier jour du tournoi football féminin. La grosse défaite de la Zambie. Cette équipe zambienne qui représente l'Afrique a pris une douche froide. 10-3, waouh. 10-3, impressionnant. L'autre fait marquant, c'est le record
de la Brésilienne Maciel Mota alias Formiga, qui a 43 ans et qui continue de jouer au haut niveau avec son équipe, le Brésil. Toute la nation brésilienne l'avait appelée, avait voulu qu'elle vienne jouer cette compétition. Elle est venue, elle participe et en tout cas elle a battu quelques records encore aujourd'hui. Elle détient également le plus grand nombre de tournois disputés. Elle est à 7 actuellement, avec 30 matchs disputés. Voici ces 2 records à 43 ans. C'est impressionnant pour une dame, mais il faut saluer cela à sa juste valeur. Elle a commencé aujourd'hui et elle n'entend pas s'arrêter là. Et puis c'est dommage pour les championnes du monde en titre, les États-Unis, qui tombent devant la Suède 3-0. Décidément, les Suédoises sont les bêtes noires des Américaines. En tout cas, c'est ce qu'on constate. On va suivre le reste de la compétition avec beaucoup d'attention, ce tournoi féminin-là, où il y a des scores vraiment impressionnants. Si ça continue comme ça, on pense qu'il y aura plus de buts au niveau du tournoi féminin que du tournoi masculin. Retenons que les inquiétudes se font grandissantes également du côté de Tokyo. Jour après jour, le coronavirus tend à vouloir s'inviter obligatoirement à la fête du sport. Véronique Conan a décidé aujourd'hui de nous faire le point de la situation sanitaire à Tokyo. Les Jeux olympiques débuteront ce vendredi 23 juillet dans un contexte sanitaire toujours très tendu. Les membres des délégations olympiques doivent se plier à un protocole sanitaire très strict car la ville est sous état d'urgence sanitaire. Les cas positifs de Covid-19 se multiplient au sein des délégations. Après 2 cas de sportifs au sein du village olympique à Tokyo, un membre de l'encadrement ainsi que 3 athlètes américains dont la jeune tenniswoman Coco Gauff, c'est au tour de la délégation du Mexique d'être touchée. 2 joueurs de l'équipe mexicaine de baseball sélectionnés pour les Jeux olympiques ont été testés positifs à la Covid-19. Au vu de ces révélations, les médecins japonais craignent une vague épidémique violente dans un pays en manque de personnel hospitalier et de lits où seulement 15% des habitants de Tokyo sont vaccinés. Alors Salif Ouattara, le Japon reste sceptique, le CIO veut y aller coûte que coûte, finalement. On pourra le dire, nous y sommes à ces JO. Nous y sommes, on espère que la situation sanitaire va plus ou moins se calmer au fur et à mesure. Je crois qu'il y a des tests réguliers qui se font, pratiquement quotidiens. Tous les jours, il faut vraiment faire des tests, suivre un peu l'état de santé de toutes les délégations, tous les membres des différentes délégations. On va espérer que les autorités, le comité d'organisation locale, les autorités politiques au niveau du Japon puissent comprendre qu'effectivement la flamme olympique, elle est là. Elle ne va pas s'éteindre tant que... De sitôt. Voilà. Selon l'IS, Brisbane a décroché ce mercredi l'organisation des JODT 2032 permettant au monde olympique de préparer l'avenir. À 2 jours de l'ouverture des Jeux de Tokyo, la ville australienne a été élue par les membres du CIO réunis pour leur 138e session dans la capitale japonaise. Des détails. The International Olympic Committee has the honor to announce that the games of the 35th Olympiad are awarded to Brisbane, Australia. Par ces mots et ces applaudissements, le Comité international olympique met fin au suspense. L'Australie abritera les 35e Jeux olympiques de l'histoire à travers la capitale du Queensland. Brisbane devient ainsi la 3e ville australienne à accueillir les Jeux d'été après Melbourne en 1956 et Sydney en 2000. Seule candidate en lice, Brisbane a été élue à l'unanimité par les membres du Comité international olympique. Jamais encore, le plus grand rendez-vous sportif au monde n'avait été confié sans mise en concurrence, alors que la lutte entre pays candidats a rythmé la vie olympique pendant des décennies. Sa désignation entérine aussi la traditionnelle rotation continentale organisée par le CIO après l'Asie cette année, puis l'Europe avec Paris 2024 et l'Amérique avec Los Angeles 2028. Ce système de rotation n'a toutefois pas encore permis à l'Afrique d'organiser ses premiers Jeux olympiques. Le dossier budgétaire de Brisbane 2032 prévoit un coût de 1837 milliards de francs CFA, un budget justifié par l'état des infrastructures existantes. Cette 138e session a permis d'en savoir un peu plus sur le coût des Jeux olympiques de Tokyo, qui avoisine les 8529 milliards de francs CFA. Ce sont de gros budgets, on a envie de se poser la question, Salif Ouattara, l'Afrique pourra-t-elle espérer un jour avoir justement ces Jeux olympiques? C'est possible,
c'est possible. Déjà, l'Afrique du Sud a organisé une Coupe du Monde. Donc, pour les Jeux olympiques, il faut y croire. Mais il faut également s'adapter déjà au cahier des charges de la CAF quand il s'agit d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations de football. Déjà, il y a un certain standard qui est demandé à ce niveau-là. Je pense que si certains pays africains commencent à se conformer à ce standard, pourquoi pas, demain, on organisera une Coupe du Monde et ensuite, on arrivera à des Jeux olympiques. Les Jeux de la francophonie servent un peu d'essai, de ballon d'essai, mais pour le moment, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau des infrastructures, tant sportives que non sportives. Ce n'est pas encore une possibilité pour le continent africain, mais pourquoi pas, c'est possible. Je pense qu'il faut déjà voir au niveau des pays d'Afrique du Nord et de l'Afrique du Sud, il y a des potentialités. Il faut amener ces pays-là à déjà organiser une Coupe du Monde de football et je pense que le prochain pas, ce sera possible. Il faut que les États soient aussi prêts à mettre d'aussi grands budgets. Hein. C'est de gros budgets. Plus de 1000 milliards. C'est de gros budgets, ça fait partie du cahier des charges. Vous voyez, une dizaine d'années avant, on sait déjà qu'est-ce que les Jeux de Brisbane vont coûter à l'État et à la partie du Comité international olympique, parce que le Comité international olympique s'investit également dans l'organisation des Jeux une fois que la date est connue et la capitale aussi, ou bien la ville qui va abriter les Jeux est également connue. En fait, au niveau du CIO, on ne réfléchit pas en termes de pays, mais en termes de ville. Donc, vous allez constater que l'Australie a sa 3e organisation, mais pas dans la même ville. Donc, l'objectif, c'est le même, c'est de booster l'économie et pourquoi pas faire bouger les choses dans toutes les villes du monde. Ben ouais, c'est sûr. Et pour l'instant, nous retenons que les Jeux de Tokyo sont les plus chers avec 15,5 milliards de dollars donc, investis par l'État japonais. Et justement, en vue donc, de ce contexte particulier du coronavirus et ces Jeux qui ont été reportés, cela a donc augmenté, on dira, cette manne financière-là. Voilà, absolument. Les dépenses. Parce qu'il y a eu tellement de craintes, de doutes aussi. À un moment donné, le Comité international olympique voulait aller. À un moment donné aussi, les organisateurs locaux ne voulaient pas aller. Il y a eu cette hésitation et en même temps, il fallait forcément organiser les Jeux. La ville est déjà connue, c'est Tokyo. Finalement... Ouais. Ça a coûté ce que ça pouvait coûter. Et voilà, c'est avec cette info que nous refermons la partie Jeux Olympiques pour nous intéresser à la séquence actualité. Autre actu, c'est maintenant avec du cyclisme, 84 km, pardon. C'est la distance du Grand Prix de la Chambre de commerce et de l'industrie qui s'est couru ce week-end dans la commune de Trècheville. 30 coureurs du côté des hommes, 5 du côté des dames ont meublé le peloton de ce Grand Prix. Suivant. La société Omnisport de l'armée a donné une leçon de course ce dimanche 18 juillet aux autres clubs engagés pour le Grand Prix de la Chambre de commerce et d'industrie. Sur le circuit fermé de 84 km à effectuer en 20 tours pour les hommes, Cissé Isiaka et ses coéquipiers ont mené la cadence en infiltrant le peloton avant d'en prendre la tête. Au bout de 10 tours, Cissé Isiaka, Traoré Suleiman et Abou Sanogo lancent une échappée. Ils sont accompagnés par Kwame Antoine de la Renaissance qui maintient le rythme. L'échappée se solde par une victoire de la SOA. Abou Sanogo enlève le Grand Prix de la Chambre de commerce et de l'industrie en 2h13min39s devant son coéquipier Traoré Suleiman sur la 2e marche du podium. Kwame Antoine complète le podium. Il y a des bicyclettes à acheter. Il y en a qui disent vélo, mais je ne connais pas le bon nom. Mais en tout cas, ils ont besoin de vélo, ils ont besoin de casques, ils ont besoin de pas mal de choses. Donc, avec la fédération, on verra quelle sorte d'appui nous allons pouvoir apporter. Mais quand on dit la Chambre de commerce, ce n'est pas l'institution seulement, il faut voir. C'est toutes les entreprises du secteur privé qu'il faut voir à travers la Chambre de commerce et d'industrie. Donc nous allons faire de telle sorte qu'il y ait un peu plus d'intérêt pour le cyclisme en Côte d'Ivoire. Les dames étaient également à l'honneur sur ce Grand Prix. Sur une distance de 42 km, Soro Minata, vice-championne d'Afrique sur piste, s'est facilement imposée en 1h12min17s avec une vitesse moyenne de 34 km 800. La Chambre de commerce qui justement décide d'aider la Fédération ivoirienne de cyclisme et c'est quelque chose qui pourrait faire du bien à cette fédération. Puisque cette fédération est à la recherche de sponsors et de partenaires, pourquoi pas? Il faut, je pense, aller dans cet élan à la recherche de partenaires
avec la Chambre de commerce et d'industrie qui rassemble plus ou moins une grande partie des entreprises privées ici en Côte d'Ivoire. Donc il y a quelque chose à gagner là-dedans. Il faut encourager ce geste parce que je le dis en pensant au Tour cycliste de Côte d'Ivoire qui s'organise chaque année sous le label de la réconciliation nationale, mais qui souvent manque de moyens financiers pour aller jusqu'à son terme. Il y a eu des éditions où il y a eu quelques hésitations, mais après il y a eu des renforts de moyens qui ont permis d'arriver jusqu'au bout de la course. Donc, vraiment, il faut encourager cet élan-là et pourquoi pas, ça va faire bouger beaucoup de choses. Ben ouais, on espère que tout bouge. Effectivement, prenons la direction de Divo où finalement c'est l'équipe de Dioulabougou FC qui s'est imposée 1-0 en finale face à l'équipe de Dialogue Liberté en remportant le tournoi de la paix en hommage au Premier ministre disparu Ahmed Bakayoko. Konaté Ngamblé. Il est 16h ce dimanche 18 janvier 2021. Le stade municipal de Divo est plein à craquer. Autorités administratives, élus locaux, chefs traditionnels, personne n'a voulu manquer ce grand rendez-vous sportif dédié à la paix et à la cohésion sociale. Aujourd'hui, nous voyons toute la jeunesse réunie dans sa diversité politique, ethnique et religieuse pour parler d'un seul mot, la cohésion sociale. C'est pour la paix, c'est pour l'avancement de la Côte d'Ivoire. Et celui qui est malien, mais mon pays aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Après un mois de compétition et un parcours sans faute, FC Dioulabougou en rouge a rendez-vous avec l'équipe de Dialogue à Liberté en finale. Sur le terrain, les équipes ont gratifié le public de beaux gestes techniques. L'unique but de la partie est inscrit en première période par Kennedy Alassane qui permet à Dioulabougou FC de s'imposer au terme d'une partie âprement disputée. Cette compétition va se pérenniser. Chaque année, il y aura des tournois pour la réconciliation et pour la paix. À l'heure des récompenses, l'équipe de Dialogue Liberté, finaliste malheureux, reçoit une enveloppe d'un montant de 200 000 francs CFA et des équipements sportifs des mains de l'honorable Famoussa Koulibaly, député de Divo Commune. Kennedy Alassane, meilleur buteur de la compétition, répare avec un bon de permis de conduire. La formation de Dialogue 2 est désignée équipe fair play avant que l'équipe victorieuse Dioulabougou FC ne reçoive le joyau en hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, une enveloppe de 500 000 francs CFA, un tricycle et des équipements sportifs des mains de l'honorable Lassina Ouattara, Dilas Pierre, député de Korogo Commune. Débuté le 18 juin dernier, 32 équipes ont participé à cette deuxième édition du tournoi de la paix et de la cohésion sociale à Divo. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 3e édition. Hier a démarré la 6e édition justement du festival de lutte traditionnelle d'Abidjan dénommé Lutte de Tabaski. Oui, il y a eu, on pourra le dire donc, de belles empoignades. Ici avec Jean-Sylvain Ressot, nous faisons le point. En organisant annuellement ce festival de lutte traditionnelle d'Abidjan, la structure événementielle Art Event Group entend modestement s'approprier l'ambition du président de la Fédération ivoirienne de lutte. Ce discours marque l'ouverture de la 6e édition du festival de la lutte traditionnelle dénommé Lutte de la Tabaski. 32 athlètes venus du Niger, du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire ont pris part aux phases éliminatoires devant un public passionné. Soutenus par les battements des tam-tams mettant en relief les valeurs culturelles de leur pays, les athlètes se mettent en confiance. Balo Hassan de la Côte d'Ivoire a disposé d'Ilia Abdou, venu du Niger. Dans le deuxième combat, Kamate Benjamin s'est imposé face à Totawa Serge. Noura Hassan est déclaré vainqueur au 3e combat après un forfait de son adversaire. Le Nigérien Ousmane Hassan, vainqueur du trophée de Ramadan, n'a laissé aucune chance à Moutala Abdou dans le 4e combat. De son côté, Haruna Issouf parvient à dompter Lawali Abdiou du Niger. Adamou Abdou dicte la loi à Solo Adjatak. Dans le dernier combat, l'Ivoirien Lagogui réussit à valider son ticket après avoir terrassé Bazango Karim. Une première journée de compétition fortement appréciée. Nous sommes ambitieux de faire d'Abidjan la capitale de la lutte africaine au niveau de la CEDEAO. Au-delà du caractère sportif, il y a un caractère culturel, d'où le brassage de plusieurs peuples. La Côte d'Ivoire peut compter sur ses 2 représentants, Lagogui et Balo Ousmane, pour espérer remporter le trophée de champion. La compétition d'ailleurs se poursuit aujourd'hui. Voilà, Salif, c'est ici qu'on s'arrête pour ce soir.
Merci. En tout cas, merci de m'avoir accueilli dans cet univers olympique. Ben ouais, vous aurez rendez-vous demain avec Anne-Marie Nguessan pour, naturellement, un autre journal des JO. D'ici là, portez-vous bien. Merci à toute l'équipe de réalisation. Au revoir.